Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et aujourd'hui je vais vous parler des Shape Keys. Donc c'est un outil dans Blender qui vous permet de modifier la forme de vos objets. Pour ça je vais supprimer le cube de départ et je vais faire Shift A et je vais ajouter un plan. Donc ensuite je vais en vue de face avec 1 et 5 en orthographique. Je vais zoomer un peu ici et je vais faire R, X et 90 pour que le plan soit face à moi. Donc maintenant, on va parler des Shape Keys, et pour ça, on va aller dans le sous-panneau qui est ici, c'est le petit triangle, qui s'appelle Object Data. On va cliquer dessus, et là, vous devez vous rappeler qu'on est déjà venu ici pour travailler avec les Vertex Group, notamment dans le tutoriel avec le drapeau et les tissus. Donc aujourd'hui, on s'en occupe pas, on va le fermer. D'ailleurs, on va aussi fermer les deux autres qui viennent en dessous, et nous, on va se concentrer sur le panneau des Shape Keys qui est ici. Donc c'est pas un modificateur, c'est juste un outil dans Blender qui est dans cet Object Data sous-panneau. Donc le Shape Keys, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre notre objet et ça va modifier sa structure sans rajouter aucune géométrie dessus. Donc on va pas rajouter de sommets, de faces ou de segments ou quoi que ce soit. On va garder le même nombre de sommets et on va jouer sur ces sommets justement, sur la position de ces sommets pour transformer sa forme. Donc à la base, on va cliquer sur le plus ici et on va rajouter une première clé qui sera la clé qui s'appelle Basis. De base elle s'appelle Basis, et cette clé va tenir la forme, va enregistrer la forme de notre objet tel qu'il est actuellement. Donc pour l'instant, voilà, tout ce qu'on a fait, c'est enregistrer la forme de notre objet pour ensuite pouvoir recliquer sur le plus ici et rajouter une clé de modification. Donc cette clé est un peu différente, elle a un numéro qui est à côté, qui est à 0. Parce que cette clé va pouvoir tenir, cette clé représente en fait une transformation que l'on applique à la clé de base qui est au-dessus. Donc pour l'instant rien ne s'est passé. On va, avec cette clé de sélectionner en bleu, on va tabuler en mode édition et on va faire une simple transformation à notre face. Donc par exemple on va prendre ce sommet en haut à droite et on va le monter d'une unité Blender. Voilà, maintenant on retabule en mode objet et notre face revient par défaut, elle redevient normale. Ça c'est parce que la valeur qu'on a ici sur la droite, que je vous ai montré, est à 0. Ça veut dire que l'influence de cette clé sur la forme de base est nulle. Elle est à 0. Donc si on va en dessous, on va avoir une barre ici qui s'appelle Value. C'est la valeur justement de cette clé qui est sélectionnée. Et si on joue avec cette valeur, on voit que dans la vue 3D, notre face va changer. Donc si je mets cette valeur à 1, notre forme de base va prendre la transformation de la clé 1 et va se transformer justement en utilisant la transformation de la clé 1. Pardon. Donc voilà, et comme c'est une valeur qui peut varier entre 0 et 1, ça veut dire qu'on peut avoir n'importe quel pourcentage entre les deux. Donc si je vais sur du 50%, enfin du 0.5, j'aurai 50% de la distance entre la forme de base et la forme transformée avec la clé 1. Donc voilà, ça c'est très pratique, vous commencez déjà à avoir un aperçu de toute la puissance que peut avoir cet outil-là, mais ça s'arrête pas là. Donc on va remettre cette forme à 0, la clé 1 à 0, et on va rajouter une deuxième clé en dessous. Pareil, donc elle s'appelle clé 2, de base, on peut cliquer dessus et on peut les renommer, hein, si on veut, si je mets truc muche là, voilà, je peux renommer la clé. Bon, je vais juste annuler tout ça et je vais garder key, tiens, non, j'aimerais bien avoir key 2, voilà, ça c'est bien. Donc, maintenant la clé 2 elle est sélectionnée mais elle est vide. Disons qu'elle ne tient aucun changement. Si je change la valeur ici, elle est complètement vide et elle n'a aucune transformation qui lui est assignée. Comme la clé 1 quand on l'a créée à la base. Donc c'est comme si on avait un calque vide. Donc pareil, je sélectionne cette clé et je vais tabuler en mode édition. Et là je vais déplacer le sommet cette fois-ci sur la droite d'une unité Blender. Voilà. Et je retabule en mode objet. Et comme tout à l'heure, on reprend la forme de base parce que la valeur qui est ici à droite, elle est à 0, donc c'est nul. La transformation équivaut à nul. Pareil, si je modifie la valeur ici en dessous et que je vais jusqu'à 1, j'obtiens la modification que j'avais créée en mode édition pour la clé numéro 2. Maintenant, donc, vous vous êtes aperçu qu'il y a une forme de pile qui se crée ici, comme les modificateurs par exemple, et ça peut faire penser aux modificateurs rapidement, sauf qu'il y a une grande différence avec, c'est que cette fois-ci, l'ordre ici n'a aucune importance. Si, il y a une importance cruciale, c'est que la forme de base doit toujours rester tout en haut. D'accord. À part ça, toutes les clés qui sont en dessous, et que vous rajoutez, n'ont aucune importance d'ordre. Ça veut dire que la clé numéro 2, j'ai les flèches ici, je peux la passer au-dessus de la clé numéro 1,
et ça fera la même chose. Donc si je modifie la valeur de la clé numéro 2, elle effectue la même modification que avant quand elle était en dessous de la clé 1. Et pareil, la clé 1 étant en dessous de la clé 2 n'est pas affectée et elle effectue la même transformation à la forme de base qu'avant. Donc je vais remettre ça l'un par-dessus l'autre. Et la manière de voir cette pile, c'est pas de se dire bon ben la clé 2 affecte le résultat que la clé 1 avait fait en affectant la forme de base. Ça c'est les modificateurs qui font ça. C'est plutôt de se dire toutes les clés s'additionnent. Et donc la transformation de la clé 1 va s'additionner à la transformation de la clé 2 qui s'additionne à la transformation de la clé 3. Donc si je mets la clé 1 à la valeur de 1 et que je passe sur la clé 2 et que je mets sa valeur à 1 aussi, on voit notre sommet, donc je vais mettre en 8 fils de fer, on voit notre sommet qui était ici, qui est passé en haut, et qui ensuite est passé là, à droite, et donc l'addition de ces deux transformations obtient ce résultat-là. Et donc si je change l'ordre, encore une fois, de ces clés, ça ne fait aucun changement. Voilà. Donc on va rester comme ça, on va remettre tout à 0, ici, et ensuite, vous allez remarquer qu'ici on a la checkbox, la petite boîte là qui est encochée, qui est relative. On va pas la décocher parce que c'est comme ça qu'on utilise les shape keys, on l'utilise toujours en mode relative, et du coup, on va toujours utiliser ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On serait tenté de penser à la base que notre clé 1 à laquelle on a mis cette transformation là, on a juste déplacé ce vertex vers le haut, on pourrait imaginer que du coup, on a assigné cette forme-ci à notre clé, et que du coup, en fait, passer de la forme de base à la clé 1, c'est-à-dire, ça veut dire changer la forme de la base pour qu'elle s'adapte à cette forme qu'on a sur la clé 1. Or, ce n'est pas le cas. Et ça, je vais pouvoir vous le montrer. Si je remets cette valeur à 0 pour la clé 1 et que je vais sur la forme de base, je vais tabuler en mode édition, et là, je vais augmenter, donc je vais recréer la forme de la clé 1. Donc je vais augmenter ce sommet, je vais le faire monter d'une unité Blender vers le haut. Maintenant je retabule en mode objet, et bien sûr on garde la même forme vu que la forme de base maintenant c'est celle-ci. Donc je sélectionne ma clé 1, et normalement, si vous pensez comme ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, on pourrait s'imaginer que en augmentant la valeur ici de la clé 1, rien ne change dans la vue 3D, parce que justement, on change d'une forme de base vers une deuxième forme qui est identique. Or, ce que j'ai dit jusqu'à présent et depuis le début du tutoriel, c'est que cette clé 1, elle détient la transformation que l'on a appliquée à la forme de base. C'est-à-dire qu'elle ne détient pas une forme et elle n'a pas enregistré une forme, ça c'est la clé de base qui enregistre une forme. Cette clé 1, elle enregistre une transformation qu'on a appliquée à la forme de base. Donc la forme de base, on lui a fait une transformation, on a pris ce sommet, et ce sommet, on a augmenté d'une unité sur l'axe des Z. Donc la clé 1, quand on augmente sa valeur, elle va reprendre ce même sommet, et elle va lui ajouter 1 sur l'axe des Z. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit qu'on n'allait pas rajouter de sommet, de face ou quoi que ce soit comme géométrie sur la forme de base, et qu'on allait juste modifier la position des sommets de notre forme de base. C'est-à-dire que là, Blender connaît nos 4 sommets, il sait que notre objet est notre objet est formé de 4 sommets, il les a peut-être numérotés lui dans sa base de données en arrière-plan, et donc il sait que ça c'est le sommet 1, ça c'est le sommet 2, 3 et 4, et donc le sommet 2, il s'est dit la clé 1, elle prend le sommet 2, elle lui applique une modification, une transformation de 1 d'une unité Blender sur l'axe des Z vers le haut. Et donc même quand on a changé la forme de base, on n'a pas modifié le nombre de sommets, du coup Blender sait que notre sommet numéro 2, quand je prends la clé 1, il est plus ici, ça je m'en fiche, il est là, mais quand même je dois lui affecter une transformation de une unité Blender vers le haut. Et c'est ce qu'il fait. Du coup maintenant on a notre sommet qui est déplacé de 2 unités par rapport à ce qu'on avait tout à la base, à notre forme de notre face carrée. Donc je vais enlever la valeur qui est ici, je vais revenir sur la forme de base, et non en fait on va laisser ça comme ça, tel quel. Et pareil donc, même si on a une valeur de 1 pour la clé numéro 1, si je vais sur la clé numéro 2, il va prendre ce sommet numéro 2 tel qu'il est, et il va lui rajouter une transformation de une unité sur l'axe des X. Donc maintenant, le sommet arrivera là, et donc c'est juste une somme des 2 clés qu'on avait juste avant. Et pareil, si on change la place des clés dans la pile, rien ne se
rien ne change parce qu'il n'y a pas d'importance dans cet ordre de pile. Voilà. Vous pensez que c'est tout? Et non, c'est pas fini. On va maintenant passer au range en dessous, qui est donc le minimum et le maximum. Et jusqu'à présent, pour chaque clé, on avait un minimum de 0 et un maximum de 1. Donc on allait à partir de la forme de base, qui est 0, jusqu'à 1, qui était donc la transformation qu'on avait appliquée à notre clé. Maintenant, si on augmente la valeur maximale, par exemple sur la deuxième clé, si on va sur une valeur maximale de 10, on va faire quelque chose d'extrême. Blender maintenant va passer de 0, donc de la forme de base, à 1. Si on passe à 1, hop, on a déplacé de une unité Blender, telle qu'on avait assigné la clé. Et si on rentre une valeur de 2, et ben il va déplacer de 2 sur l'axe des X, et une valeur de 3 va augmenter de 3 unités, et ainsi de suite. Et on peut donc aller aussi loin que l'on veut comme ça. Pareil, sur le minimum, on peut rentrer des valeurs négatives. Donc là on est sur 0, et on est, donc pour l'axe des X par exemple, donc pour la clé 2, 0, c'est exactement sur cet axe qu'était notre sommet à la base, donc sur notre forme de base. Maintenant, si on met une valeur négative de moins 5 par exemple, et que ici on rentre une valeur de moins 1, Blender va transformer notre forme de base en lui appliquant moins une fois la transformation de la clé numéro 2. Donc maintenant il se décale de une unité Blender sur l'axe des X vers le négatif, donc vers la gauche. Voilà. J'ai fait le tour des bases des shape keys, donc avec mon plan. Je vais peut-être passer maintenant à un exemple un peu plus concret. Donc je vais supprimer mon plan de base, et donc ça annule tous les shape keys que j'avais fait. Je vais faire Shift C pour remettre le curseur au milieu. Et là je vais rajouter d'abord, on va dire, allez on va passer avec Suzanne, donc notre mascotte de base, je vais repasser en mode solide. Et je vais vous montrer un cas concret qui se fait régulièrement, plus pour la part des animateurs par exemple. Donc les animateurs, en général, ils font leur personnage, ils créent tout leur personnage, et ensuite ils assignent une armature à leur personnage pour pouvoir le bouger, avec les bras, les jambes, et ainsi de suite. Et ensuite, si l'animation n'est pas trop complexe, et qu'ils veulent pas faire quelque chose de vraiment trop compliqué, juste quelque chose de base, ils vont par exemple prendre pour la figure des shape keys pour pouvoir faire des expressions faciales. Bon, effectivement, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous faites des animations assez poussées, vous allez avoir aussi des os pour animer les expressions faciales. Mais si c'est juste une animation toute bête, où il y a besoin que de quelques expressions de base, vous pouvez très bien faire ça avec des shape keys. Et je vais vous montrer ça avec Suzanne maintenant ici. Donc, on va rajouter la clé de base, en cliquant sur le plus, et donc là on a enregistré la forme de Suzanne telle qu'elle est là. Et on a dit à Blender, on a fait enregistrer à Blender tous les sommets que contient Suzanne, et il les a peut-être numérotés derrière lui, et donc il sait que tel sommet est à tel endroit et tout ça. Maintenant on va cliquer sur le plus et on rajoute une première clé. Et cette clé, par exemple, on peut la nommer sourire. Voilà, entrée. Avec cette clé de sélectionner, on va tabuler en mode édition, et on va peut-être mettre l'édition de proportionnel. On va rajouter l'édition proportionnelle ici. On peut cliquer sur O pour faire ça. Et je vais zoomer et je vais lui faire un sourire, du coup. Donc je vais sélectionner un sommet, je vais le déplacer, peut-être qu'on va, hop, moins influer là-dessus. Donc hop, je sélectionne le deuxième sommet, je le tire ici, et voilà, j'ai juste élargi son sourire. Voilà. Maintenant je retabule en mode objet. Bien sûr, la forme de base reprend ses droits, mais par contre, avec le sourire, quand je modifie la valeur, hop, Suzanne augmente ou, enfin, sourit ou pas. Ou sourit plus ou moins plutôt. Donc voilà, ça c'est une première façon de pouvoir utiliser ce modificateur, non, cet outil, les shape keys. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi imaginer le même genre de technique pour froncer les sourcils si elle est énervée, ou pour les relever si elle est surprise, ou ainsi de suite, pour faire toutes sortes d'expressions faciales. Et tout cela sans rajouter un sommet, une arête ou une face, quoi que ce soit. Vous avez juste modifié la forme de votre objet sans forcément le détruire, vu que ça reste enregistré dans la forme de base. Et vous pouvez ensuite, suivant vos scènes, suivant l'animation que vous faites, modifier la forme de Suzanne. Voilà, donc ça c'est très pratique. Je vais vous montrer une autre méthode d'utiliser ces shape keys. Et pour ça, je vais supprimer Suzanne et je vais rajouter un cube. Voilà, j'aurais peut-être dû garder le cube de départ, non? Bon, je rajoute un cube et je vais vous modéliser rapidement là devant vous une table. Donc on va faire une table vite fait, élargir ça un peu, on va se mettre en vue dessus, appuyer sur
le point pour pouvoir centrer l'objet. Ensuite je vais faire CTRL R et faire 2 loop cut ici. Je vais les mettre là, CTRL R. On va refaire ça, et maintenant on va se mettre en vue, en sélection par face, et on va sélectionner les faces qui sont en dessous. Hop. Ah, peut-être pas sélectionner la bonne face. Voilà, on se met en vue de 1, et extrusion vers le bas, on a créé nos pieds. Ah, j'ai sélectionné la mauvaise face, donc CTRL Z, et là on va désélectionner la face qui est sur le dessus, vue de 1, extrusion vers le bas. Hop, ça n'a pas pris trop longtemps j'espère. Ça vous fait réviser quelques outils de base. Et donc là on a notre table. Imaginons un instant que cette table est un modèle super bien. C'est-à-dire que vous avez tout fini, il est super bien ajusté, il a été texturé, on a appliqué toutes les textures qu'il fallait, il a le bon éclairage, il a tout ce qu'il faut dessus, c'est vraiment génial. Donc peut-être que vous êtes ce genre de personne qui crée des banques de données, enfin comment dire des banques de données. Des fois, certaines personnes ont des fichiers Blender où il n'y a qu'un seul objet dedans, genre par exemple cette table, très bien faite, très bien réalisée, avec toutes les textures appliquées dessus et tout. Et ensuite, quand ils sont sur un autre projet de Blender, donc notre fichier Blender, et bien par exemple ils ont besoin d'une table, et donc ils ont juste à importer cette table depuis le fichier Blender qu'ils ont fait, et ils savent qu'elle est déjà toute faite, toute créée, ils n'ont pas besoin de perdre de temps à refaire toutes leurs manipulations pour faire leur table. Donc il y a des gens, ils font plein de fichiers Blender avec tous les objets à l'intérieur, comme ça ils ont plus qu'à les importer dans leur projet quand ils en ont besoin, et ça fait gagner un temps fou, c'est incroyable. Donc là par exemple vous avez créé votre table, et elle est parfaite, sauf sur un point, c'est que suivant votre scène et votre projet, il se peut que elle soit pas de la bonne taille, dimension, et donc elle s'adapte pas forcément à votre scène. Pourtant elle est très bien modélisée et elle a toutes les textures qu'il faut. Donc avec les Shape Keys, vous pouvez lui assigner quelques contrôles qui feront que, quelle que soit la scène dans laquelle vous appellerez votre table, vous importerez votre table, vous pourrez modifier ces contrôles avec les Shape Keys pour qu'elle s'adapte parfaitement à la situation dans laquelle vous voulez avoir votre table. Donc on va faire ça par exemple, on va faire 2-3 exemples avec. Je vais cliquer sur plus, donc j'enregistre la forme de la table telle qu'elle est maintenant, donc c'est la forme classique de la table, et maintenant je vais refaire un plus pour ajouter une première clé que je vais nommer grand L pour largeur, par exemple. Grand L pour longueur, pardon. Grand L pour longueur. Donc on va se mettre en vue de face, on va tabuler en mode édition, et sélection parsemée plutôt, A pour tout désélectionner, et B pour juste sélectionner le côté. Bon, peut-être qu'il y a des manières de le faire un peu plus de manière plus propre, mais moi je vais faire que ça comme ça. Donc là, alors déjà je vais désencocher l'édition proportionnelle avec O, et je vais déplacer ma table d'à peu près ça, par exemple. Donc ça va être l'échelle qu'il va y avoir donc pour le min et le max, donc entre 0 et 1, ça va être l'échelle de décalage qu'il va y avoir entre le 0 et le 1. Donc maintenant je passe en mode objet, bien sûr comme la longueur pardon est d'influence 0, ça fait rien, et si j'augmente la valeur ici, bon ben je peux augmenter ou réduire ma table. Et peut-être que je vais mettre une valeur minimum de moins 2 disons, comme ça si je vais sur moins 2, c'est encore réalisable, peut-être pas moins 2 mais peut-être moins 1,8 disons. Donc là si on est au minimum, voilà, on a une table qui est réalisable quand même, qui est physiquement correcte. Hey. Voilà. Et le maximum peut-être que je le mettrai à 10. Donc maintenant on a une table qui peut à l'extrême devenir très longue. Et puis peut-être que donc je vais remettre ça à 0, peut-être que je vais rajouter un autre plus, et que ici je vais l'appeler largeur cette fois-ci, pas longueur, donc petit L, et je vais tabuler en mode édition, mettre en vue de 3, donc de côté, A pour tout désélectionner, j'ai sélectionné ça, et encore une fois je vais avoir une extension qui fera ça à peu près, et donc je retabule en mode objet, et pareil je peux faire un maximum de 10, et un minimum de, on va dire, moins 1. Donc là, quand je vais sur du moins 1, j'ai encore une table qui est faisable, qui est réalisable, mais je peux aussi aller à l'extrême dans l'autre sens. Et donc largeur et longueur, je peux les augmenter, et avoir une table de n'importe quelle taille que je veux. Et si je veux, je peux encore faire un plus 1, enfin, rajouter une clé, et faire longueur des pieds par exemple, donc hauteur de la table, H. Et ainsi de suite. Et là, vous auriez une table parfaitement personnalisable, complètement. Et je peux aller plus loin encore, c'est-à-dire que pour une table comme celle-ci, je vais rajouter une autre clé, ce sera pas pour la hauteur, si ce sera pour la hauteur
comment je vais appeler ça, du plateau, au HP. Ce sera pas les health points, mais ce sera la hauteur du plateau. Bref, j'ai pas trouvé mieux. Je vais en mode édition, et cette fois-ci je vais tous désélectionner, et je vais sélectionner que le haut qui est ici. Et là je vais l'augmenter d'un peu, genre de une unité Blender, comme ça. Je retabule en mode objet, et là je peux aller en max 10 encore une fois, et le minimum je vais le laisser comme ça sera le minimum. Et du coup, quand je modifie cette valeur là, je peux encore augmenter la taille, enfin l'épaisseur. Ah voilà, c'est ça que j'aurais dû y mettre, épaisseur. Voilà, je renomme ça en E, ça c'est bien, épaisseur de la table. L'épaisseur de la table. Donc voilà. Donc vous pouvez modifier autant de paramètres que vous voulez comme ça. Et une fois que vous avez votre table qui est entièrement fait avec tous les shape keys qui sont ici, vous aurez plus qu'à l'importer dans votre scène, dans votre projet, quel qu'il soit, et vous aurez à modifier pour l'adapter à la scène que vous voulez. Donc une très bonne petite amélioration que vous pouvez ajouter à vos objets quand vous les créez, quand vous faites des banques de données. Voilà, peut-être que je ferai prochainement un tutoriel sur comment importer des objets dans sa scène, les différents types d'imports qu'il puisse y avoir. Je pense que j'ai à peu près cerné tout le modificateur. Je vais passer sur les dernières infos, news assez importantes, enfin j'en ai deux importantes que j'aimerais parler avec vous, qui sont arrivées depuis le dernier tutoriel que j'ai fait. Donc je tabule sur Google, et j'arrive sur le site de Blender Cookie. Donc vous connaissez tous Blender Cookie maintenant, je fais que en parler. Donc c'est l'un des différents sites de la plateforme CG Cookie, et donc et qui se concentre que sur des tutoriels concernant Blender. Donc parce qu'après vous avez d'autres sites sur Max Cookie, donc 3ds Max, vous avez sur Photoshop et GIMP, sur Unity 3D, ainsi de suite. Donc là c'est que pour Blender, et c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on est sur Tuto Blender. Et Blender Cookie a récemment parlé de ce Blender Market qu'ils ont ouvert il y a pas longtemps. Et donc Blender Market, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau site qu'ils ont créé pour acheter ou vendre des produits Blender. Donc vous êtes peut-être pas forcément intéressé par vendre, parce que si vous êtes sur ce tutoriel, enfin si vous m'écoutez maintenant et que vous êtes sur Tuto Blender, c'est que vous n'êtes pas forcément assez doué pour créer des objets vendables dans Blender. Enfin je sais pas, après tout ça ne me regarde pas. Mais vous serez peut-être intéressé par l'achat d'objets dans Blender. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils mettent Find Professional Blender Resources, donc ça veut dire trouver des ressources de Blender faites de manière professionnelle. Donc là-dessus, donc ceux qui vendent des produits sur ce site vendent des produits qui sont créés de manière professionnelle, et si vous soumettez un produit, il est soumis à validation, donc vous pouvez pas mettre n'importe quel produit dessus. Il y a un contrôle qui est fait, donc tous les produits que vous trouvez sur le site, vous êtes sûr qu'ils sont faits de manière professionnelle, ils sont vraiment de très bonne qualité, aucun problème dessus. Donc ça c'est une très bonne chose. Et en tout ils mettent Create, Earn Money and Support Blender. Ça veut dire, donc vous pouvez vous-même créer et poster vos projets, vos travaux dessus. Comme j'ai dit plus tôt, c'est soumis à validation. Et donc gagner de l'argent, parce que effectivement vous pouvez vendre les projets pas les projets, mais les objets que vous aurez créés, objets, matériaux, des textures, des shaders, tout ça, vous pouvez les vendre sur ce site, et donc gagner de l'argent. Il me semble que je l'ai lu tout à l'heure, c'est à peu près 70% de la vente qui vous revient, et les 30 autres pourcents reviennent au site. Et vous pouvez en plus y mettre Support Blender, parce que vous pouvez sélectionner parmi les 70% de votre vente que vous avez fait, vous pouvez sélectionner un certain pourcentage qui reviendra directement à la Blender Foundation. La fondation de Blender, pardon. Donc là, encore une fois, c'est bien, parce que plutôt que vous recevoir tout l'argent et ensuite faire le tri et vous dire bon je veux donner ça à la Blender Foundation, et vous allez sur le site et vous faites toutes les démarches vous-même, là vous avez juste à dire aux admins de ce site, sur toutes les ventes que je ferai, je veux pas gagner 70%, enfin sur les 70% que je gagne, je veux que, je sais pas, 25% soit donné à la Blender Foundation. Dans ce cas-là, eux vont faire toutes les démarches, et vous gagnerez plus que ce qui vous reste comme pourcentage, et les dons que vous faites à la Blender Foundation seront faits automatiquement. Donc ça c'est très bien aussi. Je pense que j'ai ouvert le site dans le deuxième onglet à côté. Donc là on est sur la page d'accueil de ce site. Donc voilà, vous avez déjà une première bannière déroulante, enfin une bannière qui a des slides à côté là. Vous pouvez voir les différentes choses que vous pouvez avoir, enfin quelques aperçus. Donc par exemple, land grass. Donc là vous pouvez avoir
un modèle de gazon qui peut être bien. Vous avez le prix là, donc c'est en dollars, 15 $. Je pense que si je me souviens bien, la conversion de dollars à euros, ça fait moins en euros. Donc là, vous en avez pour moins de 14,99 €, ce qui est un très bon prix, je trouve. À côté, voilà, vous avez ce type d'objet qui a été créé donc par un professionnel. Apparemment, il s'appelle Paul Kotelevet. Je sais pas, pardon si j'ai mal prononcé le nom. Et donc ça, par exemple, c'est un modèle de très haute qualité que je me sentirais pas capable de faire moi, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Encore une fois, moins de 25 € pour un modèle comme ça, je trouve que c'est un bon prix. Et ainsi de suite. Ah oui, voilà, donc vous avez aussi tout ce qui est texture que vous pouvez télécharger et donc enfin acheter du coup. Et il vous montre aussi normalement comment appliquer les textures, donc c'est bien. Il y a aussi un tutoriel sur comment est-ce que ça fonctionne, et ça aussi c'est encore très pratique. Et de manière générale, donc vous pouvez descendre un peu, scroller, regarder un peu le site. Ça c'est la page d'accueil, mais ensuite en haut vous avez un très bon menu déroulant, enfin un très bon menu qui vous propose donc soit tous les produits, soit une organisation assez bien faite, donc soit les matériaux, les shaders et les textures, et encore classés par catégorie. Vous avez tout ce type de catégories qui sont ici. Ou alors vous avez des modèles, et là encore plein de catégories qui ont été créées. Des scripts et des add-ons. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, oui. Donc les scripts et les add-ons, ça va vous simplifier la vie grandement, parce que c'est quelque chose qui vous permettrait d'améliorer Blender et l'interface de Blender et le personnalifier à vos goûts en fait. Donc il y a des gens qui ont créé des scripts qui modifient l'interface de Blender, qui rajoutent un menu déroulant à tel endroit ou qui rajoutent un raccourci clavier ici. Et du coup, au lieu de faire une modification en 5 étapes par exemple, 3 clics et puis 2 entrées de clavier, ben là vous avez plus qu'à utiliser l'add-on et donc ça veut dire que ça a mis un raccourci clavier pour que vous le fassiez en un seul raccourci clavier, vous avez votre modification qui a été faite plus rapidement. Donc ça et d'autres choses encore qui peuvent permettre de mieux améliorer votre workflow, enfin votre manière de travailler, votre processus de travail. Render Setup, donc ça c'est plutôt avoir un environnement de rendu qui soit déjà fait pour vous, donc le fond d'écran avec l'éclairage qui a déjà été fait. Et donc ça c'est une manière ouais, studio lighting, donc c'est comme dans les studios, donc c'est très bien pour montrer certains de vos projets. Et checkout, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vérifié. Mais voilà, donc quelque chose qui est très prometteur, qui est tout neuf, qui vient juste de commencer, donc faut lui laisser un peu de temps pour se faire un nom sur le web, mais je pense que ça va devenir quelque chose d'assez grand et d'assez important. À côté de ça, j'ai la deuxième grande information dont je voulais vous parler, qui est à côté dans le dernier onglet, c'est le site de Blender Guru. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que Blender Guru et Blender Cookie sont les deux sites, je jure que par ces deux sites en fait, de tutoriels. Et donc c'est les deux grands sites de tutoriels que je recommande un maximum, si vous n'avez pas peur de l'anglais. Et là, ce site Blender Guru a été entièrement refait très récemment. Donc vous avez toute l'interface qui a changé, maintenant on peut voir, il fait régulièrement des compétitions, Andrew Price, et là on a le délai, le décompte avant la fin de la prochaine compétition, qui apparemment est sur les images photoréalistes. Et vous avez donc tous les derniers tutoriels et podcasts qui ont été faits, qui s'affichent sur la page d'accueil. Vous pouvez changer l'affichage de la page d'accueil. Il me semble aussi que c'est responsive maintenant. Enfin, je le vois ici. Et donc vous pouvez regarder cette vidéo là qui vous présente un peu mieux que ce que je suis en train de faire là, le site, vu que c'est Andrew Price lui-même qui présente donc son nouveau site. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour un peu de ce tutoriel. Et puis donc je vous dis à bientôt donc pour un nouveau tutoriel. Salut, ciao.